Critique historique et critique psychanalytique, de la complémentarité de deux méthodes. L'histoire psychanalytique repose sur le postulat que l'inconscient possède un caractère permanent et universel et que la méthode des associations libres ne constitue pas le seul moyen de son investigation. On peut considérer l'appareil psychique comme une combinatoire dont certains éléments sont manifestes à telle époque, latents à telle autre, mais qui sont tous présents à quelque moment et où que ce soit, par conséquent mobilisables et du même coup inintelligibles, intelligibles. C'est ici que se situe le point de passage de la théorie freudienne à l'opération historiographique. Car pour l'historien, il ne peut être question d'éluder le problème fondamental de la singularité de l'événement. Du point de vue psychologique, la réalité apparaît comme un catalyseur, les événements extérieurs tirant leur efficacité des fantasmes qu'ils activent. Reste donc à l'historien à identifier le déclencheur et à démontrer son action. C'est ce que j'ai tenté d'établir dans plusieurs études consacrées aux origines et aux vicissitudes de deux mythes: la grossesse chez l'homme et le Moyen-Âge. Chaque fois, j'ai voulu dépasser les explications philologiques traditionnelles et dénoncer le caractère réducteur d'interprétations marxistes qui prétendaient rendre compte de leur émergence. Ma démarche était, au sens où Georges Devreux emploie ce terme, complémentaire. Ce qui signifie que, parce qu'elles se situent à des niveaux d'analyse différents, deux explications, en l'occurrence psychanalytique et sociologique, peuvent être vraies en même temps. Position épistémologiquement inconfortable, mais qui permet d'appréhender le réel dans sa diversité. De par le regard particulier qu'elles portent l'une et l'autre sur la réalité, fût-elle imaginaire, et du fait de la rigueur des critères qu'elles utilisent pour valider leurs interprétations, la complémentarité de l'histoire et de la psychanalyse ne laisse guère de doute. De fait, la naissance et le développement de la psychanalyse ne prennent tout leur sens qu'au travers de l'étude attentive des conditions institutionnelles, sociales, intellectuelles et culturelles qui les rendent possibles. Plus précisément encore, l'histoire observe, sous un angle original, le contexte dans lequel les concepts psychanalytiques surgissent et décrit leur filiation. Quant à la critique psychanalytique, de son côté, elle rappelle à l'historien que son activité appartient au processus de sublimation. En effet, le désir de l'homme de soumettre le passé à une enquête trouve son origine dans le fantasme archaïque de pénétrer dans la scène originaire dont, enfant, il était exclu. Après avoir été refoulé, ce désir réapparaît plus tard dans l'existence en prenant une forme socialement acceptable. Il s'exprime dans le vœu conscient de reconstruire le passé de l'humanité. Mais s'il y a lieu d'analyser la critique historique de type positiviste en tant que mécanisme de défense devant l'angoisse inhérente à la condition humaine, il convient également de critiquer, en termes psychanalytiques et historiographiques, l'absence de rigueur des psychanalystes lorsqu'ils racontent l'histoire de leur propre discipline. Car l'histoire des mentalités se penche sur les reconstructions du passé et sur les reconstitutions des histoires de famille par les individus qui assurent, pour une large part, la cohésion des groupes. À cet égard, les cas de la Société psychanalytique de Paris et de la Société belge de psychanalyse, que j'ai étudiés, sont particulièrement frappants. L'historiographie officielle y est monopolisée par les anciens. Ce jeu de miroir
entre l'histoire et la psychanalyse ne conduit pas nécessairement à une dissolution de l'objet dans un abîme de scepticisme ou au renoncement à toute étude positive de la réalité. Bien au contraire. En établissant des garde-fous, l'historien psychanalyste précise les conditions de possibilité de son savoir rationnel. Sa liberté s'accroît d'autant plus qu'il perçoit davantage la nature de son désir et les limites de ses interrogations. Réflexion sur un vieux fantasme. L'homme enceint. On sait l'intérêt des historiens des annales pour l'anthropologie historique qui constitue présentement le terrain favori de leur investigation. On connaît peut-être moins les enquêtes passionnantes menées de l'autre côté des Alpes dans ce secteur. C'est un véritable diagnostic de la société féodale que Roberto Zapperi tente de dresser à partir des différentes formes du mythe de l'homme enceint, considéré comme autant de symptômes des tensions de cette société. Il s'agit d'un ouvrage publié à Cosenza, chez les Ricci, en 1979, et intitulé L'uomo incinto, la donna, l'uomo e il potere. Relancé dans la tradition chrétienne par la représentation de la naissance d'Ève que le Créateur extrait des flancs d'Adam, ce thème est devenu le support d'une contestation populaire par la dérision du magistère idéologique de l'Église qui s'efforçait d'imposer un ordre social où l'homme dominait la femme, où le clerc dominait le couple. C'est donc la philosophie chrétienne du pouvoir et les oppositions qu'elle rencontra qui sont au centre de cet essai d'histoire totale. En un long voyage à travers l'espace et le temps, l'homme enceint, donc l'uomo incinto, nous fait parcourir l'Europe du XIe au XIXe siècle. Ont été rassemblés et confrontés avec bonheur des textes savants et folkloriques oubliés, mais aussi des sources iconographiques dispersées. Ce sont surtout les variantes des contes où apparaît le thème de l'homme enceint qui ont retenu l'attention de Roberto Zapperi. Leur multiplicité atteste une diffusion et une richesse étonnantes. L'étape du travail heuristique et philologique franchie, Roberto Zapperi a cherché à éclairer les matériaux recueillis par les théories de la plupart des maîtres à penser de notre époque. Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, mais aussi Propp, Benveniste, Jacobson, Greimas, Lévi-Strauss, Leach, Paulme, Devreux, Dumézil, Veyne, Duby, Le Goff, Foucault et François Jacob ont été convoqués à cette fin. Un tel éclectisme ne conduit jamais à une dilution de la thèse centrale de l'ouvrage, mais aboutit parfois à des cohérences factices. Il est vrai que des cadavres qui n'en finissent pas de se décomposer étaient exhumés. Ainsi de la conciliation entre historicisme et structuralisme dans l'approche des contes, mais aussi du désir d'articuler psychanalyse et matérialisme dialectique. Roberto Zapperi a résolu ce dernier problème, comme beaucoup de ceux qui l'ont précédé dans cette voie, Reich, Fromm, Marcuse, Osborne,
car il ne faut pas s'y tromper. Dans l'apparente complémentarité qui unit Freud et Marx, le dernier mot revient à celui-ci. Les conflits sexuels ne sont qu'un écran devant les antagonismes sociaux. On reconnaîtra sans difficulté dans cet axiome les traits d'un vieux schéma, où la superstructure idéologique ne fait que refléter l'infrastructure économique et sociale. Ce n'est pas un hasard si, à l'occasion de l'établissement de la chaîne fesses, argent, pouvoir, que Marx remporte la partie. Jacques Le Goff, dans une préface dont on doit souligner la haute qualité, estime que la contestation folklorique du christianisme fut plus importante et l'antiféminisme de l'Église moins virulent que ne l'affirme Roberto Zaperi. Le médiéviste français assouplit en outre la périodisation binaire de l'historien italien, époque féodale et bourgeoise, se succédant trop brutalement. À bien peser les choses, il apparaît aussi qu'il faille nuancer une partie importante de la démonstration de Roberto Zaperi. Emmanuel Leroy-Ladurie a en effet conclu qu'à Romans, lors du carnaval de 1580, ce ne furent pas les plébéiens, mais les riches qui manièrent l'inversion symbolique des rôles sociaux pour se moquer du parti d'en bas. Bien que l'on ne puisse reprocher à Roberto Zaperi de s'être enfermé dans un champ d'investigation étroit, il est surprenant que des traces d'époques plus anciennes ne l'aient pas sollicité. Il est vrai que les développements de son exposé sont enrichis par l'apport de la mythologie des Indiens Pawnee, étudiée par Claude Lévi-Strauss, et du folklore africain analysé par Denis Palm. Cependant, une mise en perspective dans la longue durée n'eût pas été inutile. On tentera de suppléer à l'absence de celle-ci. Différente de celle de Roberto Zaperi, la démarche qu'on suivra le sera doublement. Tout d'abord, on ne recherchera pas à comprendre le fonctionnement d'une société déterminée à travers l'analyse du mythe de l'homme enceint. Les matériaux utilisés ici s'insèrent dans des traditions et des contextes culturels précis et s'inscrivent dans des codes sociaux particuliers. On ne l'ignore pas. Cependant, notre propos sera autre, car il portera sur l'évolution du rapport qui existe entre ce qui est conscient et ce qui n'est pas dans la psyché. Celui-ci ne semble pas, en effet, être resté constant dans l'histoire humaine. Ensuite, les hypothèses proposées sont formulées et trouvent leur cohérence à l'intérieur du cadre de référence psychanalytique. Elles n'entendent pas le dépasser. En tentant d'expliquer le mythe de l'homme enceint, on évitera dès lors, contrairement à Roberto Zaperi, toute forme d'éclectisme. Dans un premier temps seront collectés et analysés des fantasmes édipiens et préédipiens qui, par leur récurrence, apparaissent comme autant d'expressions d'un mythe universel. Un canevas inconscient unique semble les sous-tendre. Il n'a donc pas paru nécessaire de suivre un parcours chronologique dans cet exposé. On a préféré plutôt partir de représentations mentales qui surgissent dans des récits mythiques connus, pour s'interroger sur le sens d'expressions graphiques plus obscures. Deux aspects de la démarche pratiquée ici pourraient être contestés. D'une part, l'hétérogénéité apparente des sources utilisées et, d'autre part, l'étude de peintures qui sont isolées de l'œuvre de toute une vie. Tout d'abord, on répondra que, comme les productions artistiques, les mythes ont une origine individuelle. En effet, si le groupe modifie des fantaisies devenues collectives par accumulation et transmission d'expériences individuelles, il ne les crée pas. C'est donc une différence quant à leur forme et non quant à leur essence ou leur provenance qui distingue nos sources. Ensuite, on considère, à l'instar de Sigmund Freud, et suivant le principe de la compulsion de la répétition,
que les rêves sont, en quelque sorte, des faits psychiques totaux. Il apparaît de plus que, malgré la part variable d'élaboration secondaire qu'ils supposent, les récits mythiques et les œuvres d'art peuvent être étudiés comme des rêves éveillés. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi l'analyse d'une œuvre unique ne permettrait pas d'élucider des désirs inconscients sans cesse présents chez l'artiste. Enfin, dans l'approche qu'on tentera, les productions mythiques et artistiques seront prises comme des ensembles cohérents dont tous les éléments sont interdépendants les uns des autres. Éclairé par des écrits cliniques freudiens et des travaux récents de la psychanalyse appliquée, le matériel rassemblé ici laisse surgir une part du contenu latent du mythe de l'homme enceint. On montrera ainsi comment le refoulement de désirs sexuels infantiles transparaît au travers de certains déplacements du lieu de l'enfantement chez les hommes. Mais on indiquera également que ces mêmes désirs peuvent trouver une issue de secours dans des pratiques rituelles et dans des symptômes hystériques. Ce n'est que dans une seconde étape qu'on proposera une interprétation globale du mythe de l'homme enceint. Malgré les pesanteurs et les échos de ces formes anciennes à diverses époques, il semble, en effet, qu'il ait un sens, dans la double acception du terme. Mais ce sens n'est pas irréversible. Sigmund Freud estime que les régressions des névrosés, dont les fantasmes et le comportement résultent de conflits psychiques, constituent, d'une certaine manière, des reliquats de constellations mentales collectives plus anciennes. De plus, nul n'ignore combien les mythes et les contes restent opératoires chez les enfants comme essai d'explication des origines. La coexistence de formes archaïques et de formes plus modernes du mythe qui nous intéresse à l'intérieur d'une même culture et à une même époque n'a donc rien d'étonnant. Notre attention devrait se porter tout d'abord sur deux mythes antiques. On peut regretter que Roberto Zapperi n'ait pas mis en parallèle l'interprétation de la naissance d'Ève par Hugues de Saint-Victor au XIIe siècle, raison pour laquelle elle n'a pas été faite de la tête d'un homme, je le cite, et le mythe de la naissance d'Athéna. Le théologien écrit en effet que le choix de ce lieu par Dieu aurait pu laisser entendre, par analogie et à tort, que la femme dut être préférée à l'homme dans le commandement. Je le cite. Cette dernière qualité n'est-elle pas précisément associée à l'intelligence guerrière d'Athéna, sortie tout armée du cerveau de Zeus? On revient là sur le sens qu'il faut accorder à ce déplacement du lieu de l'enfantement du bas vers le haut, ainsi qu'à la castration libératrice symbolisée par l'acte de Héphaïstos. Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant ont expliqué comment Zeus met fin aux prises de pouvoir successives dans l'univers en absorbant par ruse Métis, enceinte d'Athéna. Le dieu répète par là même la dévoration de ses frères et sœurs par son propre père Cronos. À cette différence près que, conformément au mécanisme du retour du refoulé, c'est le désir du fils qui est 7 fois mentionné. On ne s'attardera pas ici sur le contenu sadique oral des fantasmes qui apparaissent dans ces deux récits mythiques. Par contre, dans le cadre de cet exposé, il semble nécessaire de relever que tous deux se réfèrent à une gestation stomacale chez un mâle et que le même mot, nédus, est employé par Hésiode, à quelques vers de distance, pour évoquer la matrice de Rhea et l'estomac de Cronos. Dans cette perspective, il ne paraît pas superfétatoire d'associer à l'analyse de ce matériel mythique un examen de la peinture fantastique. On peut penser en particulier à l'enfer du musicien de Jérôme Bosch.
Ne faudrait-il pas rapprocher la dévoration et le mode d'expulsion des damnés, réduits en excréments par Satan, le monstre à tête d'épervier assis sur un trône, de l'enfantement anal que mentionne le conte du prêtre enceint d'un cafard rapporté par Roberto Zapperi. À l'embonpoint et à la constipation du prêtre, gros d'un petit animal, semble correspondre, sous une forme inversée, le corps squelettique et la diarrhée de l'oiseau satanique. Dans les deux cas, la pseudo-grossesse se manifeste par des troubles digestifs. Or, Sigmund Freud a démontré, dans l'homme au loup, que ceci participe, en tant que symptôme, de l'attitude féminine de l'homme à l'égard du père. Dès lors, un autre épisode de la mythologie grecque ne pourrait-il pas être éclairé d'un jour nouveau? On sait que Zeus, au moment de la mort de Sémélé, qui avait voulu le voir dans toute sa splendeur divine, prit le fœtus qu'elle portait en son sein et l'enfouit dans une entaille faite dans sa cuisse. Denise Braunstein et Michel Effin expliquent que Sémélé, représentant la fille désirée par le père, épuisa toute sa libido en un orgasme violent qui ne lui permit plus d'être mère. Toutefois, le mythe est surtout analysé, par ses auteurs, du point de vue de Sémélé et de Dionysos. Il n'est pas fait mention du rôle de substitution de Zeus à la mère, ni du bénéfice qu'il peut en tirer. De même, le lieu de gestation de Dionysos n'est pas pris en considération. Ici, comme dans les représentations fantasmatiques étudiées précédemment, il apparaît qu'il existe un lien nécessaire entre cette partie du corps, les attributs et la fonction du nouveau-né et du substitut de la mère, qui n'est autre, on le verra, que le Fils lui-même. Dans ce cas précis, il est permis de supposer qu'il s'agit d'un déplacement, à peine déguisé, à l'intérieur de la zone érogène anale. Comment ne pas évoquer, après ces considérations sur ce mythe, le célèbre tableau de Gustave Moreau, intitulé Jupiter et Sémélé, et ne pas s'interroger sur le sentiment d'inquiétante étrangeté qu'il provoque. Bien qu'on ne puisse prétendre éclairer directement le récit mythique, rapporté par Hésiode, par la composition du peintre, il ne paraît pas inutile, pour mon propos ici, de se rapporter à ce tableau et surtout à sa préhistoire. Dans l'œuvre achevée en 1895, Gustave Moreau a représenté le maître d'univers sous les traits d'un Apollon hermaphrodite. Encore vivante, Sémélé, le flanc saignant, ne porte déjà plus son enfant. Trouvant son inspiration dans un retable flamand de la Renaissance, où le Christ est assis sur la cuisse du Père, l'artiste figura, dans une première ébauche du tableau de 1889, un Jupiter barbu. Si l'on suit les déplacements successifs qui se sont opérés dans le travail associatif de Gustave Moreau, on peut conjecturer que c'est une situation homosexuelle qu'il a représentée 5 ans plus tard. Sémélé ne représenterait-elle pas l'attitude féminine du Fils? Et la plaie ne résulterait-elle pas d'un coït? Cette interprétation semble être corroborée par le geste de Dionysos, donc Bacchus, s'excluant de ce qui paraît être une scène primitive. Lui-même ne serait-il pas un double de Sémélé? Sa crainte de l'aveuglement, castration, semble être la contrepartie du regard intense de sa mère. Il fuit ce qu'il voit en se couvrant les yeux, mais, d'après l'interprétation du peintre lui-même, il meurt en même temps que la fille de Cadmos. Lorsqu'ils ont tenté d'expliquer le grand panneau des bisons de l'ensemble magdalénien de Fontanet en Ariège, Alain Coste et Jean-Bernard Chapelier ont également repéré des déplacements qui témoignent d'un refoulement de la représentation du coït parental.
Cependant, on pourrait se demander s'il ne serait pas souhaitable de prolonger leurs hypothèses. Dans leur interprétation, la scène où est gravé un homme à moitié contenu par la poitrine d'un bison ne serait rien d'autre qu'un accouchement scapulaire. Et les représentations animales constitueraient par déplacement des représentations substitutives des images humaines, en l'occurrence de l'image des parents. Le mythe de l'engendrement par l'épaule, déplacement du lieu de l'enfantement du bas vers le haut, serait en outre une marque du refoulement des représentations sexuelles entachées de culpabilité. Ils avancent que les bisons qui sont en train d'accoucher sont des femelles. Au risque de conduire à une tautologie, l'argument invoqué dans la démonstration, orientation des cornes, n'est pas sans valeur. Mais dans la mesure où le déplacement du lieu de l'enfantement, dans les fantasmes déjà étudiés, tête, bouche, cuisse, anus, est lié à des figures masculines, doit-on exclure l'hypothèse de bison mâle, ou plutôt exactement de bison dont la fonction sera ambivalente? Un embryon de réponse peut être proposé par des témoignages d'une époque plus ancienne encore. En effet, ne faudrait-il pas réviser le jugement sans appel d'André Leroi-Gourhan quant à certaines figures pariétales du solutréen récent? Dans un livre qui est par ailleurs un modèle de critique historique, il a rejeté l'interprétation d'animaux mâles gravides, en invoquant les particularités du style 3. Toutefois, en dépit de son invraisemblance plaisante, une lecture plus attachée à la valeur symbolique de ces œuvres qu'à leur caractère réaliste ne serait-elle pas nécessaire? Les formes de l'art ne prennent-elles pas leurs racines dans l'inconscient? Enfin, il n'est pas vain de rappeler que Sigmund Freud a cru déceler un premier indice de la représentation de la descendance paternelle dans les statuettes préhistoriques sur lesquelles une petite forme humaine est assise sur la tête d'une plus grande. Le fondateur de la psychanalyse considérait celles-là comme des témoignages du passage dans l'histoire de l'humanité du matriarcat au patriarcat. À la fin de sa vie, Gésard Oheim s'est opposé à ce type d'explication qui se réfère implicitement aux théories de Backhofen. L'ordre de succession de ces deux systèmes de filiation n'est, en effet, nullement prouvé. Et, paradoxalement, le rite de la couvade semble devoir être surtout attribué à certaines sociétés matrilinéaires. Quoi qu'il en soit, l'existence de rites liés au mythe de l'enfantement masculin est attestée dès la plus haute antiquité. Un texte oraculaire acadien mentionnant des travestis qui jouent aux accouchés a été sorti de l'ombre. Mais Strabon est le premier auteur que nous connaissions qui fasse explicitement référence à la couvade. Il rapporte en effet que des femmes ibères ayant à peine accouché servent, je le cite en traduction, leurs maris qui ont pris place sur le lit. Fin de citation. De nos jours encore, dans certaines régions d'Asie et d'Amérique du Sud, des pères simulent les douleurs de l'enfantement, couvent le nouveau-né et sont ensuite entourés de soins. Dans notre société, enfin, la couvade a perdu tout caractère rituel, mais le syndrome du même nom reste bien connu en psychopathologie. Nul n'ignore que de futurs pères vivent, d'une manière hystérique, la grossesse de leur épouse en souffrant de troubles digestifs. Nous la voici donc ramenée à des fantasmes déjà analysés dans la mythologie et dans l'art. Au bout de ce périple, il semble bien que le domaine du mythe, de l'homme enceint, soit beaucoup plus étendu qu'il n'y paraît. Dans le temps, tout d'abord, j'ai montré que des systèmes de pensée très antérieurs à ceux qui écloront au Moyen-Âge ont véhiculé des versions de ce mythe. Dans ses fondements, ensuite,
il apparaît clairement que l'enjeu qu'il sous-tend a une origine sexuelle et qu'il ne peut être réduit à une simple manifestation d'un contexte économique et social déterminé. L'étude de ce dernier, que l'on se devait en effet d'expliciter, ne rend compte que des conditions et des implications du surgissement des expressions singulières de ce mythe au début du deuxième millénaire de notre ère. Cependant, replacés dans la très longue durée, ces avatars marquent plutôt les étapes d'une lente prise de conscience d'un désir, lié lui-même à une angoisse inhérente à la condition humaine et à son originalité. Les éléments rassemblés ici permettent de supposer qu'il existe un lien entre l'angoisse de la castration, les troubles intestinaux, le fantasme de grossesse chez l'homme, la culpabilité qui lui est attachée et le déplacement des lieux de gestation et d'enfantement imaginaire que cette même culpabilité entraîne. 2. Voire 3 stades dans l'histoire de la civilisation nous semblerait prouver une diminution de cette tension psychique. L'image parentale, camouflée qu'elle était par les figurations animales du Magdalénien, puis par les déifications, idéalisations mythiques du monde grec et leur contrepartie démoniaque au XVIe et XVIIe siècle, pour reprendre les exemples que j'ai cités dans cet exposé, a servi tout d'abord de support à la projection d'un désir infantile. Ce fut la nouveauté de la relecture de la Genèse qu'effectua le XIe siècle de faire apparaître clairement l'origine de ce désir. Mais cette nouvelle version de la création disposa un garde-fou. Elle substitua en effet à la représentation d'une castration, extraction d'une côte d'Adam, une délivrance rassurante qui cachait un coït passif et désiré du Fils avec le Père. Le mythe de l'homme enceint serait, dès lors, le résultat d'une élaboration secondaire du fantasme des origines, et le succès de la figuration de la naissance d'Ève s'expliquerait par le fait qu'elle mit en place une défense efficace contre l'apparition de la scène primitive. En conclusion, les représentations iconographiques et les contes analysés par Roberto Zapperi semblent constituer un aboutissement, ou plus exactement les maillons d'un processus, plutôt qu'un point de départ dans l'histoire longtemps refoulée d'un vieux fantasme de l'humanité. L'historien italien nous a restitué un pan important de celle-là dans son livre intelligent et passionnant. On peut espérer que les réflexions que je formule ici lui confèrent une dimension complémentaire, au sens de Georges Devreux. Sans doute, les possibilités d'émergence de cette histoire, qui n'était plus impensable, étaient-elles réunies à l'aube de l'ère si propice au fantasme des manipulations génétiques. Le Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Contribution à l'étude de la terminologie et de la problématique d'époque intermédiaire. Cette conférence a été présentée le 4 février 2002 à Paris au Collège de France. L'objet de cet exposé trouve sa place dans l'histoire de la relation que l'homme établit, construit et entretient avec le temps.
Il appartient de ce fait à l'histoire des mentalités, donc à l'histoire des temps longs. Focalisé sur le XVIIIe siècle, les propos que je vais tenir ici tentent de percevoir les grandes orientations, résistances et nouveautés qui se dessinent alors en les situant dans un cadre pluridisciplinaire. Elle se risque aussi à dégager ce qui unit des attitudes qui ne semblent être que des variations sur un thème. Le sujet n'est pas neuf. Depuis une centaine d'années, il a été traité à de multiples reprises sous différents angles. Souhaitant limiter mon propos, je n'examinerai ici qu'une étude globale, celle que Jürgen Voss a donnée en 1972. Soutenue en 1969 à l'université de Mannheim, cette thèse consacrée à l'évolution du terme, du concept et de la valeur accordée au Moyen-Âge en France pendant 3 siècles est qu'une contribution capitale par l'ampleur du sujet traité et l'immensité de la documentation utilisée. Cet ouvrage doit servir de base à tout autre travail parallèle et apporte des éléments importants à l'histoire du développement des études médiévales durant l'époque moderne et au début du XIXe siècle. Mais comme le souligne Rolf Reichhardt, il reste à compléter par l'historien des mentalités collectives. La notion de Moyen-Âge procède en fait de 3 courants de pensée de l'Europe médiévale et moderne qui se sont parfois rapprochés, sinon confondus. C'est le désir d'une renaissance d'un pouvoir politique unique, à la dimension de celui de la Rome antique. C'est le souhait d'un retour aux lettres classiques et l'espoir d'une Église régénérée. Ces 2 derniers éléments ont, avec un poids différent, imposé la périodisation actuelle. Ayant des Pétrarques un support morphologique, la notion de Moyen-Âge va être systématisée par Cellarius en 1676 pour se généraliser au moment où le romantisme, à son sommet, crée toute une série d'expressions dérivées. La terminologie était en effet née chez les humanistes italiens pour se répandre sous différentes formes, d'abord en latin du XIVe au XVIe siècle et parallèlement au développement des littératures nationales, très tôt en italien chez Donato Acciaiuoli, Mezzo Tempo en 1476, et en allemand c'est chez Joachim von Fath, Mittler Jahre, entre 1545 et 1551, mais pour ne réapparaître que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, après avoir été utilisé pour la première fois en français par le célèbre jurisconsulte Pierre Pitou, Moyen-Âge 1572, en anglais par l'historien William Camden, Middle Age et Middle Time 1605, suivi de près en espagnol par le poète Luis de Góngora y Argote, Edad Media 1627. Nous possédons 2 autres indices de la diffusion de celle-ci. Il s'agit de sa fréquence dans des titres d'ouvrages et de son apparition dans les dictionnaires. 2 phénomènes concomitants, du moins pour la France. Il semble que le véritable départ de l'utilisation de la terminologie dans les titres se soit produit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En 13 ans, de 1675 à 1688, paraissent, coup sur coup, un ensemble de recherches sur la géographie historique de l'Allemagne par l'historien de Heidelberg, Paul Achenberg, la première histoire qui s'intitule Médiévale, celle bien connue de Christoph Cellarius ou Keller, professeur à Halle, qui publie aussi un De Latinitate Mediae et Infimae Aetatis. Enfin, les 2 glossaires latins et grecs du non moins célèbre Charles Ducange. Encadrent cette courte période les apparitions respectives de moyen temps et de ses traductions dans les dictionnaires bilingues
1671, et le trilingue, 1690, du jésuite François Pommet, et de Moyen-Âge dans le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, qui date de 1690, et la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1694. Toutes les définitions ou traductions qui sont données restent limitées à l'histoire de la littérature. Quant au Moyen-Âge, s'il ne possède qu'une position relative chez Furetière, il se voit par contre assigner un cadre chronologique défini, quoique non encore daté, dans le dictionnaire de l'Académie française. On trouve dès lors les deux rameaux sur lesquels bourgeonneront au XVIIIe siècle les titres comprenant l'idée d'une période intermédiaire. D'une part, les instruments de travail et les manuels de méthodologie. D'autre part, les ouvrages d'histoire régionale puis d'histoire générale de l'Europe. C'est encore l'expression medium aevum qui apparaîtra le plus souvent, bien qu'à la fin du siècle. Moyen-Âge soit de plus en plus présent. Jürgen Voss fait remarquer que les ouvrages qui possèdent ce dernier terme paraissent dans les régions périphériques du nord-est du domaine linguistique français. Une enquête systématique n'a pas encore été menée pour l'Allemagne, mais l'utilisation sporadique de la terminologie dans la langue vernaculaire et la répétition de celle-ci en latin devraient inciter à déplacer maintenant le champ d'investigation dans ce secteur. Dès le crépuscule du XVIIe siècle, la limite en amont du Moyen-Âge ne fluctuera plus beaucoup dans le temps. Le problème est différent pour la fin de celui-ci. En effet, suivant les critères utilisés, sa date peut varier de plusieurs siècles. Chez le philologue allemand Morhoff et l'érudit néerlandais Roerius van Niedeck, le Moyen-Âge explicitement ou implicitement comprend le XVIe siècle. Toutefois, deux voies vont être prédominantes. Dans l'historiographie de langue française au XVIIIe siècle, la césure du XIe ou du XIIe siècle se rencontre chez plusieurs auteurs. Dans ce cas, le critère est politique et la période de près de 7 siècles qui est recouverte par les terminologies prend un caractère positif puisqu'elle voit naître les différentes monarchies de l'Occident et, en particulier, la monarchie franque. Le XIIe siècle constituant alors un affermissement du pouvoir politique. Cette idée se rencontre par exemple chez les ecclésiastiques Lenglet du Fresnoy et Wastelin, dans le domaine de la géographie historique et, d'une manière plus générale, chez le Maurice de Veynes, dont les critères de périodisation sont tantôt politiques, tantôt culturels. On va les retrouver dans d'autres ouvrages, car l'existence d'une histoire générale postule des critères de détermination empruntés aux divers secteurs de l'activité des hommes. C'est ici que se fait jour la solution qui finira par s'imposer, celle de la fixation du cadre chronologique du Moyen-Âge. Desmarais, par exemple, dans son article sur la géographie dans l'Encyclopédie, en 1757, fait appel à l'histoire politique pour le début du Moyen-Âge. Le thème qu'il utilise est « décadence de l'Empire », et à l'histoire culturelle pour la fin de celui-ci. Il utilise le terme « renouvellement des lettres ». Le dictionnaire de l'Académie française fera de même dans sa 5e édition. Mais en 1835, son critère sera purement politique et militaire, comme chez James Harris en 1781. Bref, il ne faudrait pas croire à une trop grande rigidité des concepts tels qu'ils s'élaborent au siècle des Lumières. Les différents angles qui peuvent être pris pour définir la dimension du Moyen-Âge apparaissent chez le théologien Johann Friedrich Bertram dans la première moitié du siècle et chez Voltaire et chez de Mégan, respectivement en 1765 et 1766. Mieux encore, le problème des limites surgit dans la réflexion théorique dès 1712 chez Christian Juncker
et fera l'objet d'un commentaire du professeur d'histoire de Tübingen, Christian Friedrich Rösler, qui révèle la multiplicité des points de vue qui étaient envisagés par ses prédécesseurs du XVIIe siècle et ses contemporains. Dans les Pays-Bas, à la suite d'un premier sondage, il semble bien que la terminologie n'ait pas été employée très souvent. Mais la géographie historique, comme je l'ai déjà remarqué, paraît être un terrain particulièrement favorable pour l'utilisation du schéma ternaire. On le rencontre dans une dissertation de 1554 chez l'historien jésuite Jean-Baptiste de Marne, qu'il emprunte directement à Leibniz. 1761, une date dans le lent parcours de la notion, celle de la publication de la description de la Gaule belgique, selon les 3 âges de l'histoire, par un autre historien de la Compagnie de Jésus, Charles Wastelin. Plus que celle d'un exposé didactique, l'ouvrage prend la forme d'une obsession. La tripartition y est érigée à l'état de système rigide au point de poser des problèmes de relation entre contenu et contenant. Mais cette systématisation possède du moins l'avantage de nous éclairer sur un point précis, l'étendue du Moyen-Âge. Le critère de Wastelin étant d'ordre politique, la période commence avec Clovis et finit au XIIe siècle, moment qu'il qualifie tantôt de renaissance du pouvoir politique royal, tantôt d'affermissement, c'est le terme qu'il utilise, de nos principautés, suivant l'angle sous lequel il envisage les choses. Son Moyen-Âge n'est toutefois pas l'objet d'un jugement particulier. Les variantes de la terminologie chez l'évêque d'Anvers Nélis en 1790 n'ont, elles non plus, rien de péjoratif, au contraire. Il est particulièrement édifiant à ce propos de comparer le texte latin et sa traduction en français. Enfin, restant dans le domaine de la lexicographie, je signalerai également la présence de l'expression Middentijdsche Historie chez Verhoeven, dans un mémoire présenté en 1778 devant l'Académie de Bruxelles pour 2 raisons. Elle apparaît, à ma connaissance, pour la première fois dans un titre et précède l'adjectif français équivalent. Il ne faudrait pas cependant s'imaginer que la terminologie se soit généralisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il me semble en effet significatif que ni le marquis du Chasteler ni Pluvier n'emploient l'expression Moyen-Âge, ou l'une de ces variantes dans leurs mémoires respectivement intitulées « Réflexions sommaires sur le plan informé pour une histoire générale des Pays-Bas autrichiens » et l'autre est « Denkbeeld der merkwaardigste veranderingen welke in Nederland ten opzichte van zijn staat, gemeene zeden en volk voorgevallen zijn sedert het begin der 5e tot het einde der 15e eeuw. Ce dernier titre fait d'ailleurs penser à l'ouvrage contemporain du professeur d'Édimbourg Robertson, qui utilise aussi une périphrase. Ce qui peut signifier 2 choses dans le chef de ces auteurs, soit un manque d'appareil conceptuel, soit l'inadéquation entre la période allant du 5e au 15e siècle et les aspects qu'ils en retiennent, et ce que nous entendons par Moyen-Âge. Remarquons d'ailleurs que le tableau que Pluvier présente pour le haut Moyen-Âge, puis siècle par siècle, à partir du XIe, n'est pas uniforme. La critique humaniste n'en est pas absente, mais passant en revue l'économie, la société, les mœurs, et se limitant aux Pays-Bas, il est plus nuancé que Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain qui date de 1795, qui, travaillant sur une échelle beaucoup plus grande, se permet des contrastes recouvrant des périodes plus vastes, ce qui est parfois difficilement conciliable avec son idée de progrès. Le point de vue de Pluvier est nettement relativiste et rend compte d'une certaine maturité d'esprit. Je le cite. « Mais que personne ne s'imagine que ces changements se soient faits par degrés de siècle en siècle, en suivant un progrès égal, et que par une suite naturelle, l'état de la Belgique, les mœurs et la félicité du peuple dussent atteindre leur plus haut niveau, à leur plus haute période, vers la fin du XVe siècle. Ce serait suivre le préjugé de ceux qui ignorent l'histoire ancienne
et qui, ayant ouï dire que les hommes des siècles passés étaient plus simples que ceux qui vivent dans ces temps, s'imagine que le monde se raffine toujours et que plus on remonte à l'Antiquité, plus on trouve des hommes grossiers et ignorants. » Fin de citation. Car le XVIIIe siècle voit se dessiner plusieurs courants. Les rationalistes tout d'abord, qui reprennent les thèmes charriés par l'humanisme et la réforme, mais en les mettant au goût du jour. En Grande-Bretagne, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, l'évêque de Salisbury, Gilbert Burnet, estime que l'ignorance avait caché toute forme de savoir pendant 10 siècles. Le jugement du rationaliste allemand Johann Jakob Brücker porte sur une période plus limitée dans le temps. Bloqué avec la scolastique, la philosophie n'avait pour lui repris son envol qu'avec la Réforme. Cette critique du savoir des ecclésiastiques va être amplifiée dans la deuxième moitié du siècle des Lumières, ainsi que l'utilisation qu'ils en avaient faite. En Angleterre, chez James Harris, en France chez Voltaire et Condorcet par exemple. Chez ce dernier, les premiers siècles de notre Moyen-Âge, qui se partagent entre le 6e et la 7e, entre la 6e et la 7e époque de l'histoire des progrès de l'esprit humain, sont représentés comme une période immorale, où règne un pouvoir inique. Instrument de combat, celle-ci ne fait que prolonger par sa forme, sinon par son contenu, une tradition intellectuelle triséculaire. Parallèlement à la persistance des systèmes de périodisation traditionnels, théorie des 7 âges augustiniens et des 4 monarchies, schéma dynastique des 3 races en France, et alors que la vision tripartite de l'histoire n'est pas encore établie, on assiste très tôt à un mouvement de réaction contre les vues exprimées par les Italiens à l'encontre des cultures barbares, c'est-à-dire non cisalpines, en particulier chez les humanistes allemands et français. Plus tard, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, vont se développer divers courants qui vont progressivement réhabiliter le Moyen-Âge. Loin de bourgeonner sur le même arbre, ils sont au contraire paradoxaux. Je ne citerai que quelques auteurs qui en sont les promoteurs ou les prototypes. Dans le domaine de la littérature française, La Fontaine et la marquise de Sévigné, entre autres, apprécient la langue ancienne, ainsi que sa naïveté. C'est le mot qu'ils utilisent. De plus, comme l'indique Jürgen Voss, le travail des érudits dans le secteur des études médiévales donne à leur objet, à la fin du grand siècle, un statut équivalent à celui de l'Antiquité. Toute cette évolution aboutit à une mise en question de la prédominance absolue de celle-ci, ce qui provoque ce que Jürgen Voss met au centre de sa thèse, c'est-à-dire un glissement de valeurs qui se produit lors de la querelle des anciens et des modernes. On passerait alors du goût absolu au goût relatif pour la littérature ancienne, sentiment qui se manifesterait également dans les arts plastiques, en particulier l'architecture. Dans cette perspective va se développer l'attrait pour la poésie des troubadours, précurseur du mouvement romantique. Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-Palais et Pierre-Jean-Baptiste Le Grand d'Aussy, qui ont fait l'objet de monographies, illustrent en particulier cette tendance. Une revalorisation de l'époque médiévale apparaît également dans l'historiographie proprement dite, suivant des points de vue très différents. Le Moyen-Âge, du précepteur des petits-fils de Louis XIV, l'abbé Claude Fleury, remplit ainsi, comme plus tard chez le comte Henri de Boulainvilliers, l'abbé Jean-Baptiste Dubo et Johann Gottfried Herder, dans un autre domaine, une fonction idéologique. Fleury fait l'apologie de l'Église durant cette période, mais, par la même occasion, ceci est neuf, il analyse les causes de la dévalorisation de la littérature médiévale. Je le cite. « Je sais ce qui a décrié les siècles dont je parle en ce discours. C'est la prévention des humanistes du XVe siècle, un Laurent Valle, un Platine, un Ange Policien. Ces prétendus savants, ayant plus de littérature que de religion et de bon sens, ne s'arrêtaient qu'à l'écorce et ne pouvaient rien ajouter que les écrivains de l'ancienne Rome et de l'ancienne Grèce. Ainsi, ils avaient un souverain mépris pour les écrits du Moyen-Âge et comptaient que l'on avait tout perdu
en perdant la pure latinité et la politesse des anciens. Ce préjugé passa aux protestants, qui regardaient le renouvellement des études comme la source de leur réformation. » Fin de citation. 11 ans après la publication du discours sur l'histoire ecclésiastique de Fleury, le professeur d'Helmstedt, Polycarpe Leisser, souligna, dans son plaidoyer en faveur de la latinité médiévale, l'importance de celle-ci. Mais il fut vite contesté par Bertram, déjà nommé. Plus tard, cette vision idyllique sera étendue au domaine des mœurs. C'est le cas, parmi d'autres, de Lemoine, qui, dans son traité de diplomatique et d'archivistique, dont le premier tome parut en 1765, souligne la simplicité des gens du Moyen-Âge. Retour aux sources, où l'on sent poindre, ici encore, le romantisme. Deux autres éclairages viennent enfin nuancer les tons du sombre tableau peint par les humanistes et les protestants. J'ai déjà rencontré le premier chez Pluvier, ou plutôt nous avons déjà rencontré le premier chez Pluvier dans les Pays-Bas autrichiens. Il se veut franchement relativiste chez l'abbé Claude Gouget. Le second prend naissance dans le milieu des philosophes. Deux travaux ont montré que chez Voltaire, le Moyen-Âge ne fut pas aussi déprécié qu'on l'a cru sous longtemps. Son point de vue est en effet loin d'être univoque. Le prétendu mépris du penseur pour cette période est en surface. On retrouve cette ambiguïté chez deux des protagonistes de l'idée d'un progrès continu de la civilisation, Turgot et Condorcet, qui tentent de concilier le caractère négatif qu'ils attribuent à la plus grande partie de l'époque médiévale et le progrès souterrain de la civilisation durant cette période. À cette diversité de comportements mentaux ont correspondu depuis plus de 100 ans plusieurs tentatives d'explication globale de l'origine de la notion et de la terminologie d'époque intermédiaire. Elles peuvent être rassemblées, à mon avis, en deux catégories. Plusieurs chercheurs ont imputé l'apparition de celle-ci à un groupe d'intellectuels, philologues, historiens des XVIe et XVIIe siècles, auteurs d'écrits apocalyptiques de l'ère pré-chrétienne, tandis que d'autres évoquaient l'esprit du temps, Zeitgeist, naissance de l'idée d'un âge obscur corrélativement au sentiment d'une renaissance que l'on place à des dates variables du XIVe au XVIe siècle, faisant ainsi référence à une situation historique. Mais si certains se limitent à des considérations culturelles vagues, les auteurs de l'histoire du Moyen-Âge, ouvrage traduit du russe en français voici maintenant une vingtaine d'années, j'essaie de retrouver la date, ça date de 1976, donc ça veut dire 32 ans. Donc ces auteurs proposent par contre une thèse plus intéressante, quoique s'inscrivant dans une problématique connue. C'est ainsi que le Moyen-Âge, le terme et la notion, auraient été créés par les historiens de la Renaissance qui exprimaient les vues de la bourgeoisie ascendante, je l'ai cité ici, considérant celui-ci, je les cite à nouveau, comme une époque de recul et d'obscurantisme où l'Église faisait la loi. Fin de citation. Hormis les acrobaties chronologiques auxquelles ils se livrent, et la réduction, sinon l'erreur qu'ils commettent, les historiens soviétiques ont du moins le mérite de poser un problème, quel que soit d'ailleurs l'avis que l'on puisse porter sur l'idéologie qui anime l'ouvrage. On peut également ranger en deux subdivisions les interprétations qui concernent la diffusion de la notion. Suivant l'argument qui les domine, mise en évidence du foyer d'irradiation de la notion, ou de la diffusion de celle-ci par certaines catégories d'individus.
Cette dernière proposition, rejoignant ainsi un type d'explication qui avait déjà été avancé pour l'origine du terme, en ce qui concerne plus particulièrement le siècle des Lumières, relevons que l'érudit d'Oxford Gordon, se basant sur une information lacunaire, indiqua que le premier exemple du terme Moyen-Âge, en français, n'apparaissait dans son sens général qu'avec l'histoire littéraire du Moyen-Âge de James Harris en 1785, lequel ouvrage n'était lui-même qu'une traduction de l'anglais. Tout il concluait, un peu hâtivement, que l'anglais semblait avoir délié le français de la connotation philologique de l'expression. Cette position fut battue en brèche par l'américain Edelman et l'allemand Baldinger, qui, en bons romanistes, partirent en croisade contre cet impudent. Jürgen Voss, dans sa thèse, alla même plus loin, car la justification de l'espace culturel sur lequel ont porté ses investigations n'est rien d'autre qu'une pétition de principe. Mais son étude quantitative de l'utilisation de la terminologie a pour résultat de remplacer le décollage presque vertical que Baldinger avait proposé par une courbe exponentielle. En effet, entre la diffusion par les humanistes au XVIe siècle et l'explosion des années 1820-1830, il établit une continuité. Mais ses recherches sont cantonnées, je le répète, à la France. À l'utilisation au XVIIe siècle de la terminologie par les érudits ecclésiastiques, oratoriens, jésuites et mauristes, les protestants et des savants isolés succèdent à partir du XVIIIe siècle des multiples preuves d'emploi de celles-ci qui proviennent, outre des catégories citées, de nombreux périodiques et d'ouvrages d'historiens et d'hommes de lettres. Jürgen Voss donne enfin, pour cause à cette généralisation du terme Moyen-Âge, les nouvelles et diverses incitations à la réflexion historique et le développement des sciences historiques, ce dernier élément ne faisant que déplacer le problème et fondamentalement n'expliquant pas grand-chose. On aura remarqué que jusqu'à présent a été essentiellement étudié, je fais abstraction de l'interprétation soviétique, l'effet de multiplication dans l'usage de la terminologie. Autrement dit, on s'est interrogé, parler en termes économiques, sur les phénomènes de production et d'offre de celle-ci. La demande de la notion, qui est véhiculée et formalisée par cette terminologie, n'a par contre pas fait l'objet d'une réflexion approfondie. Le mécanisme dont je viens de rendre compte peut paraître grossier. Il a du moins l'avantage de mettre en évidence la notion de réponse, ou mieux, de désir, non encore introduite, et la problématique psychologique et sociologique dans laquelle elle s'inscrit. C'est à ce stade de l'exposé que le questionnaire mis en œuvre par la psychanalyse peut nous être utile. La projection est en effet le mécanisme le plus apparent dans la naissance de la notion de Moyen-Âge. La culture d'une part, et l'Église médiévale d'autre part, ont surtout fait l'objet des sarcasmes des intellectuels humanistes, protestants et rationalistes de l'époque moderne. À la lecture des textes apparaît de manière redondante et presque uniquement la critique des produits des activités de sublimation de leurs prédécesseurs. Ce sont les manières d'écrire surtout, de construire, de vivre secondairement, de faire toujours. Autrement dit, des productions de type anal qui sont mises en évidence. Cette fécalisation des auteurs de celle-ci a pour but de dévaloriser, d'amoindrir un père vécu comme tout-puissant, la purification déchargeant ainsi énergiquement les conflits inconscients leur donnant une soupape de sûreté. Mais il s'agit de prendre garde au danger de projection et de superposer simplement les stades de notre maturation au-dessus de la période tripartie d'histoire. Les choses sont en effet beaucoup plus complexes. La relation au père apparaissant comme une problématique non résolue, le couple antagoniste Antiquité-Moyen-Âge, quant au contenu, paraît plutôt être le résultat d'une ambivalence par rapport à celui-ci. Il s'agirait alors d'un conflit entre les bons pères et bons fils, les anciens et les renaissants, et les mauvais fils, mauvais pères tout à la fois, les modernes devenus les écrivains du Moyen-Âge.
On retrouve ce mécanisme dans le duel du Christ et de l'Antéchrist, inversion du premier, et dans l'espoir d'un Messie à la fin des temps. Il est à noter d'ailleurs que, suivant la forme et le degré de la névrose, le règne de l'Antéchrist et l'époque intermédiaire que l'on peut assimiler aux Juifs, ou plus récemment aux bourgeois, sont toujours présents ou au contraire relégués dans le passé. Car je crois que l'on peut parler d'un véritable racisme pour qualifier l'attitude des humanistes et de leurs successeurs face au Moyen-Âge et des différents mouvements qui ont projeté leur angoisse de castration sur l'Antéchrist. Ces deux mythes, car il s'agit bien de mythes dans les deux cas, me semblent appartenir au même complexe, celui d'une régression face à une prétendue résolution de l'Édipe. Il s'explique par le mécanisme bien connu des défenses, ici symétrie de la matière, du corps et de ses productions, résultant du déchaînement des forces instinctuelles lors de la puberté et permet ainsi de diminuer la tension psychique. Dans la fuite, dans un narcissisme incapable de forger une véritable relation objectale. L'ouvrage de Jean-Jacques Walter, qui s'intitule Psychanalyse des rites, la face cachée de l'histoire des hommes, apparu en 1977, permet même de formuler des hypothèses plus avancées encore. Complétant les travaux de Sigmund Freud et de Melanie Klein, il est, à la suite d'une entreprise gigantesque, arrivé à la conclusion qu'un symbolisé unique se cache derrière les équivalences des formes des mythes de la grande déesse. Il s'agit de la pulsion de mort, qu'il appelle courant fusionnel et qui tente à la déstructuration psychique. Le mythe du Moyen-Âge s'apparente en effet étroitement à ce complexe. Car le désir de retourner à l'âge d'or, l'Antiquité ou le royaume messianique qui n'est qu'un état passé projeté dans le futur, c'est-à-dire au stade prénatal, le désir de fusion avec la mère semble bien, en dernière analyse, être le ressort du mécanisme complexe que j'ai tenté de comprendre à partir de travaux récents d'une discipline voisine de l'histoire dans sa démarche. Mais la culpabilité née chez des intellectuels du bas Moyen-Âge et de l'époque moderne, en réaction aux pulsions sadicanales abhorrées en eux-mêmes, projetées sur leurs prédécesseurs et leur narcissisme correspondant, ne peuvent expliquer le succès de la tripartition particulière de l'histoire dont je m'occupe à un moment donné. C'est ici que l'explication psychanalytique trouve sa limite et que l'historien se retrouve en face de l'éternel problème de la cause profonde et de la cause seconde, le structuralisme ne donnant d'intelligibilité qu'aux sociétés qui n'ont pas d'histoire. En 1968-69, André Stéphane, c'est un pseudonyme, indiquait qu'une certaine défense devant le complexe d'Édipe avait assuré le succès du christianisme, voire lui avait donné naissance. Fin de citation. Comme corollaire du premier terme de cette proposition, pourrait-on considérer la civilisation chrétienne comme particulièrement favorable à une vision ternaire de l'histoire? La vision augustinienne du déroulement de celle-ci en 7 séquences et la théorie des 4 monarchies ne s'inscrivent-elles pas, elles aussi, dans un schéma de ce type? La tripartition étant dans ces cas camouflée par le nombre des âges terrestres de ces systèmes. Mais il est sûr, par contre, que le mythe d'un âge obscur succédant à une époque brillante et l'espoir d'un âge meilleur n'a rien de particulier à la civilisation chrétienne, et son actualisation n'est pas le propre des Renaissants. Je crois donc qu'il faut relativiser la part de notre Moyen-Âge dans l'histoire des idées. Il est jeune, il s'est vulgarisé voici seulement 150 ans, ce qui ne représente que très peu de choses dans l'histoire des structures mentales, et même plus modestement dans l'histoire des représentations du passé. Et le rôle de l'humanisme, du mouvement réformateur, puis des pédagogues, des 19e et 20e siècles, s'est limité à rationaliser, à formaliser un mythe archaïque en l'objectivant, c'est-à-dire en l'adaptant à une réalité, puisque vécue comme telle, d'un monde en transformation. Réalité qui ne dut être rien d'autre qu'un support à une fantasmatique préexistante et qui a assurément joué le rôle de catalyseur. J'irai même plus loin.
Je pense que l'énergie dépensée depuis près d'un siècle pour combattre la notion de Moyen-Âge, et même pour l'étudier, appartient au même complexe que celui de ceux qui l'ont créé. Il n'y a en effet réaction que lorsque la négation de la notion répond à une problématique inhérente à l'individu. À un autre niveau, l'historiographe, c'est-à-dire l'historien d'histoire, tente de satisfaire son désir d'une manière à peine métabolisée en cherchant le Moyen-Âge chez l'autre alors qu'il est chez lui. En conclusion de la dernière partie de cette conférence, qui est, dois-je le répéter, à conjuguer au potentiel, je relèverai qu'il eût été dérisoire de faire intervenir ici ou là quelques éléments biographiques qui auraient donné une fausse impression d'historicité à ces quelques réflexions. Il s'agit d'hypothèses qui participent à une problématique globale. La cohérence que j'ai tenté de mettre en relief est fatalement réductrice d'une réalité complexe. Mais confiner cette recherche à l'activité sécurisante de l'érudition, sans accorder de place à la compréhension du problème, voire à une amorce de conceptualisation, n'eût été, à mes yeux, qu'un exercice de style. Le principe ternaire. Conférence présentée à Bruxelles au mois de juin 1993. Je me suis souvent interrogé sur les origines du principe ternaire. Le sujet était abordé dans différentes conférences et plus particulièrement lorsque je me suis interrogé, posé des questions sur l'apparition, la naissance de la notion de Moyen-Âge. En fait, si l'on veut aller au fond des choses, on s'apercevra que c'est dans et par le trinaire que les hommes se forment comme sujets parlants et forment des socialités. On peut considérer comme expérience primordiale celle qui s'impose dans la trinité de la langue naturelle. Je dit à tu des histoires que je tient il. Je est celui qui parle. Tu, celui à qui l'on s'adresse. Et il, celui qui est absent. Je, tu et il représentent le lien social minimal. Pour que deux soient ensemble, ici, il faut qu'un autre soit là, absent. Il représente ce qui est absent. En d'autres termes, il rend possible la représentation. Sous une forme badine, les pièces de Feydeau ou de Labiche, par exemple, traitent du sujet, pourtant grave, de l'absent cocufié. C'est tout l'art de la comédie que de soulager le spectateur par la scène jouée par l'amant, l'épouse et le mari, il, de son angoisse édipienne. En fait, il peut posséder deux valeurs opposées. Tout d'abord, la forme d'allocution vis-à-vis de quelqu'un qui est présent, quand on veut le soustraire à la sphère personnelle du tu. C'est le vous français. Ensuite, en matière de révérence. C'est la forme de politesse. En italien, en allemand ou dans les formes de majesté, qui élève l'interlocuteur au-dessus de la condition de personne et de la relation d'homme à homme. Dans ses travaux sur l'aphasie, Jacobson a indiqué que la maîtrise des trois pronoms personnels était, je le cite, la dernière acquisition importante de l'enfant et ce que l'aphasique perd en premier. De cette remarque, on peut tirer deux implications. La première,
toute la maturation symbolique du sujet infans pourrait être considérée comme une formation dirigée vers la maîtrise terminale de 3 formes verbales. La seconde, si cette acquisition est la dernière, alors cela signifie que, après, soit dès l'âge de 4 ans environ, nous n'apprenons plus grand-chose. On connaît le succès des systèmes ternaires dans la pensée religieuse avec les triades divines hindoues et bien sûr chrétiennes. Bien qu'il soit souvent fait mention des 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans les évangiles, le terme Trinité n'y figure pas. Ce n'est qu'à la fin du IIe siècle qu'il apparaît en Orient, chez Théophile d'Antioche, Trias, et en Occident, chez Tertullien, Trinitas. Ce qu'on appelle Trinité dans le christianisme est une succession de 3 termes interrompus par la mort du second de la lignée ternaire. La forme chrétienne de la Trinité est une mise en scène de la condition humaine. La mort de l'homme, comme individu, est nécessaire pour que l'homme, en tant qu'espèce, vive. La Trinité est l'essence du lien social, car sans elle, il n'y aurait pas de rapport interlocutoire, donc pas de culture humaine. La Trinité est une représentation de l'absence, jusqu'à sa forme extrême, la mort, dans la présence. Sans Trinité, pas de symbolisation, pas de sociabilité. Bref, l'homme a toujours été trinitaire parce qu'il a toujours dû constituer sa symbolicité à partir de la représentation de la mort dans la vie. Selon Dufour, les sociétés humaines possèdent un trait spécifique qui les distingue de toutes les autres sociétés. Elles se racontent des histoires. C'est par ces histoires que sont liés entre eux les individus d'une société humaine. Le simulacre organisateur, colporté par le récit de référence d'une société quelconque, est généralement donné dans une sorte de scène primitive, indéfiniment modulée ou ressassée. 2 traits caractérisent cette scène. Tout d'abord, c'est une scène d'horreur. L'absence et la mort en sont l'objet. Ensuite, la scène désigne ceux qui supportent et prennent en charge la mort. Dans cette mesure, cette scène figure la loi et leur donne une représentation accessible à tous les membres de la communauté. Lorsque l'horreur s'énonce, c'est en fin de compte la Trinité qui toujours s'entend. C'est dans et par la Trinité que la loi s'énonce. Mais si la loi est représentée par une scène d'horreur, l'horreur, sitôt dite, s'en exempte et se transforme en sacré.